Bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ça a été pour faire l'exercice récapitulatif. De ce que j'ai pu voir, c'était assez bon dans l'ensemble. Donc c'est bien. Donc super pour ceux qui l'ont fait. Attention pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'était une nouvelle fois l'occasion de vous exercer. Donc, comme je dis toujours, il faut absolument vous y mettre parce que moi, je ne peux pas faire plus et que chaque étudiant doit absolument prendre ses responsabilités pour réussir son examen. Alors, je ne fais pas de correction individuelle, mais je fais bien une correction collective. Donc là, je vais vous donner les réponses que j'attendais et puis je vais aussi vous montrer comment est-ce que je voudrais que vous répondiez exactement à l'examen. Euh, Attention, j'ai vu un ou deux tests, pas plus, mais pour lequel il y avait une fenêtre tout à fait vide. Donc attention, je vous rappelle qu'il n'est pas possible d'importer de fichiers ou de faire un copier-coller euh, d'un autre fichier, parce que si vous faites ça, vous risquez effectivement de perturber la fenêtre et au moment où vous voulez terminer le test, ben, en fait, il n'y aura rien du tout. Donc, comme je l'ai toujours dit et j'insiste, vous écrivez directement dans la fenêtre adéquate. Sinon, vous prenez un risque que je n'ai rien au moment où le test sera envoyé. Alors, précision, quand vous allez faire l'examen, vous allez avoir vos cas qui apparaissent avec la fenêtre dans laquelle il faut répondre. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, il va falloir que vous répondiez et quand vous avez répondu à vos questions pour le casus indiqué et que vous voulez passer donc au casus suivant, vous passerez au casus suivant et là vous refaites vos démarches, etc. Mais vous ne pouvez pas revenir sur le casus précédent. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire attention. Et aussi, il n'y aura pas besoin d'enregistrer. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, j'ai voulu enregistrer. Il n'y a pas à enregistrer, il y a juste à cliquer sur terminer test. Et une fois que vous cliquez sur terminer test, le test est fini. Euh, Quand vous cliquez question suivante, vous passez à la question suivante. Donc il faut simplement suivre la démarche. Imaginons qu'à la fin du test, du compte à rebours, vous n'avez pas fini, même si vous ne cliquez pas sur terminer test, de toute façon, euh, ça va m'être envoyé, enfin, l'état dans lequel vous avez laissé votre réponse me sera envoyé de cette manière. Voilà, alors ça c'était l'aspect un petit peu technique. Mais donc faites vraiment bien attention et je ne confirmerai pas à chaque étudiant que j'ai bien reçu son test. Ça, c'est juste pas possible. Donc vous devez veiller, vous, à faire les bonnes manipulations. Mais c'est ce que j'ai dit, il n'y a rien de sorcier à ça. Il suffit simplement de remplir la fenêtre, point barre. Hein. Si vous commencez à faire des manipulations autres, là effectivement, je ne sais pas si votre test sera validé. De toute façon, il n'y a aucun intérêt et aucune raison de faire d'autres manipulations que celle-là, sauf évidemment si vous comptez frauder, mais ça, je ne vous le conseille pas parce que c'est justement un des systèmes anti-triche. Alors, je passe à la correction. Alors, dans la correction, je vous posais 4 questions. Un, 2, 3, 4. À l'examen, ce seront évidemment les questions qui seront posées. À l'examen, il faut toujours que vous répondiez, que ce soit pour enregistrement ou succession, que vous répondiez question par question et dans l'ordre. Donc je ne veux pas qu'on me réponde d'abord à la question 4, puis à la question 3, puis à la question 2, etc. Non, on répond d'abord à la 1, puis à la 2, puis à la 3, puis à la 4. Celui qui me mélange tout, je ne corrige pas. Je vous le dis déjà.
Donc vous veillez, à faire ça et de toute façon, l'ordre des questions va vous aider, à faire la quatrième question. Donc c'est logique de commencer par la question 1, puis 2 et puis 3 et puis 4. Donc faites bien, veillez bien à faire ça dans l'ordre. Soyez clair et précis. Donc quand je demande une justification, vous me justifiez. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 lignes de justification comme je le dis toujours. Ici, vous voyez que j'ai fait quelques lignes et encore, je veux dire, moi j'ai vraiment tout mis comme il fallait. Mais si vous mettez une justification comme ici entre parenthèses, c'est bon. Alors, première question, il fallait me déterminer les législations applicables. Alors, législation applicable, ben, c'était la législation belge et plus particulièrement la législation flamande qui était applicable à tout le monde, donc à tous les héritiers. Pourquoi la flamande? Ben, parce que si vous faisiez le calcul, ben, vous aviez remarqué que si vous faites votre ligne du temps, de regarder donc 5 ans en arrière, c'est en région flamande que le défunt a habité le plus longuement. Deuxième législation, il y avait la législation espagnole pour Yves, pas pour tout le monde, mais pour Yves parce que Yves, ben malheureusement, il est résident en Espagne et que le critère d'application de la législation en Espagne, c'est la résidence. Ben malheureusement, pour Yves, il y aura une double imposition sur sa part, donc et en Belgique et en Espagne. Alors, il y avait aussi la législation française. La législation française, d'une part pour Benoît, pour toute sa part, puisqu'il y a le critère de la résidence de l'héritier que la France prend, et aussi pour tout le monde, puisqu'il y a le critère de la localisation du bien immeuble. Sauf que, et il y a un mais, et c'est important, il n'y aura probablement pas de double imposition, puisqu'il existe, je vous rappelle, une convention d'évitement de double imposition entre la France et la Belgique. Et en plus, il y a l'article 17 du Code qui vise l'évitement pour doublement payer pour les biens immeubles à l'étranger, puisque je vous rappelle que ce qu'on a payé à l'étranger peut s'imputer sur la part que l'on doit payer ici. Alors, c'était tout. Donc, enfin, c'était tout. Il y avait 3 législations applicables et donc ben, vous avez fait le tour. Alors, deuxième question, je vous demandais quand et où la déclaration devait être déposée au plus tard et pour quand les droits doivent être payés. Alors, la déclaration doit être déposée au plus tard le vendredi 8 mai 2020 à Zaventem, puisque ben, il y a eu un décès en Belgique, donc on est à 4 mois de délai. Si vous faites le compte, vous arrivez au 8 mai, qui n'était pas un jour spécial. Donc, on gardait bien le 8 mai, Zaventem, puisque dans les 5 ans qui précèdent le décès, c'est bien là qu'il a habité le plus longuement. Et alors, les droits de succession bah, doivent être payés le 8 juillet 2020 au plus tard, puisque c'est 2 mois après. Alors, troisième question, je vous demandais qui hérite des biens du défunt et dans quelle mesure, dans quelle proportion. Donc là, il ne fallait pas encore me faire de calcul. C'était vraiment ici pour vous permettre d'y voir plus clair, pour répondre à la question 4. Alors, qui? Ben, il y a Yvonne. Alors, Yvonne, c'est le conjoint survivant. Elle hérite de quoi? Ben, elle hérite de toute la succession, moins 20 000 euros. Donc, ou alors vous pourriez dire toute la succession, sauf les 20 000 euros. Quels 20 000 euros? Ben, les 20 000 euros qui ont été légués en pleine propriété au filleul du défunt. Donc, il est logique, et ça on a vu en civil, le conjoint, son droit légal, c'est d'hériter de l'usufruit ou de la succession, mais quand il y a une partie qui a été léguée à quelqu'un, ben forcément, il ne l'a pas. Donc, il a toute la succession, mais attention, bien en usufruit. Hein, en usufruit. Alors, il y avait qui encore? Il y avait les enfants, les 3 enfants, donc Yves, Charlotte et Benoît.
qui eux recueillent aussi toute la succession sauf les 20 000 euros, mais ici attention en nue propriété puisque ce sont leurs droits civils. Attention, chacun pour un tiers puisqu'ils sont 3, donc forcément ils vont chacun recueillir un tiers de ce qui sera laissé en nue propriété. Et alors enfin, il y avait les 2 filleuls, Pierre et Jean, qui eux recueillent 10 000 euros en pleine propriété, chacun, et rien d'autre. Donc voilà. Alors, quatrième question, je vous demande, et c'est la plus grosse question évidemment, de calculer les droits qui sont dus par chacun des héritiers, comme on a toujours fait. Alors, comme vous avez pu répondre aux questions précédentes, vous y voyez plus clair, vous savez que c'est la législation flamande qui est applicable. Donc vous prenez toutes vos règles applicables en région flamande, vous savez qui hérite de quoi, et donc vous savez qu'en région flamande, il y a des méthodes de calcul particulières, il y a des tableaux particuliers, et donc à vous de mettre tout ça évidemment en musique pour pouvoir calculer les droits de chacun, comme on a déjà fait dans les exercices précédents. Alors ici un conseil, je vous conseille, maintenant vous faites ce que vous voulez, hein, de commencer par le plus facile. Le plus facile, c'est le cas des filleuls. Pourquoi? Parce qu'ils héritent chacun de 10 000 euros. Donc, il n'y a pas grand-chose à calculer sur la part successorale qu'ils recueillent, puisque c'est simplement 10 000 euros. Donc, moi, je vous conseille, mais maintenant vous faites ce que vous voulez, de commencer par eux, comme ça c'est réglé. Alors, Pierre et Jean, ils recueillent chacun 10 000 euros. Oui, mais attention, Pierre et Jean sont des filleuls. Donc ça veut dire qu'ils sont tout autres. Et pour les tout autres, il y a une méthode particulière en région flamande qui est la globalisation. Et donc, s'il y a globalisation, ça veut dire donc, comme on l'a appris, qu'il faut globaliser leur part et que malheureusement, du coup, il faut calculer les droits par rapport à cette globalisation. Alors, calcul des droits, sur 20 000, hein, vous prenez votre tableau adéquat, vous arrivez à 5 000 euros, et puis attention, c'est là qu'on estime ce qu'ils doivent payer chacun, donc on le divise par 2, on arrive à 2 500 euros. Donc ça veut dire que chacun de Pierre et de Jean va devoir payer 2 500 euros de droits. Alors, je passe ensuite par le conjoint survivant, qui est ici Yvonne. Et donc ici, on est toujours dans la région flamande avec ses particularités. Donc, vous prenez toutes vos règles. Alors, première chose à déterminer, c'est est-ce qu'il y a lieu d'appliquer les règles pour un immeuble familial? Est-ce que les conditions sont remplies? Les conditions, ici, je vérifie. Il y a un conjoint survivant, oui. Il y a une dernière résidence principale, oui. Donc, Yvonne est dans les conditions pour pouvoir recueillir l'avantage sur l'immeuble familial. Alors, ça c'est une première particularité. Deuxième particularité, quand on est donc en ligne directe conjoint ou cohabitant, on bénéficie de la méthode de scission. Donc il faut bien séparer les meubles et les immeubles, ce qui rend la région flamande évidemment très avantageuse. Alors, quand on a fait évidemment le point sur les règles à appliquer, on y va. Et on fait toujours comme on a appris. On détermine la part successorale et puis on détermine les droits à payer. Alors, l'immeuble familial, je fais donc bien, il y aura donc bien 3 paquets différents ici puisqu'on est en région flamande. L'immeuble familial, qu'est-ce que je fais? Je prends l'immeuble familial actif, j'enlève le passif. Je vous rappelle qu'on retire sur cet immeuble familial le passif relié à cet immeuble. Donc, actif 600 000, j'enlève le passif de 100 000, j'arrive à 500 000. Attention, Yvonne, elle a de l'usufruit. Donc, je dois convertir ces 500 000 en usufruit, ce qui me fait 120 000, puisqu'ici, le coefficient était de 6 vu l'âge d'Yvonne.
Donc 120 000, ça c'est la part qu'elle recueille dans l'immeuble familial. Je fais mes calculs, mon calcul de droit, très facile, c'est 0%. Donc ça fait 0. Alors je passe à une autre masse. Alors il y a les immeubles et les meubles. Je vais prendre, je fais le plus facile, les immeubles. Donc le reste du patrimoine immobilier, je dis bien le reste puisque on a enlevé l'immeuble familial. De quoi il se constitue? Alors ici, 200 000 plus 100 000. Alors ici, on met bien donc tout l'actif du patrimoine immobilier. Il n'y a pas de passif dans ce patrimoine immobilier, donc il n'y a rien à indiquer ici. Alors, j'arrive à 300 000, je convertis en usufruit, j'arrive donc à 72 000 € de parts recueillies. Je calcule mes droits, donc je prends bien mon tableau adéquat, c'est-à-dire le tableau 1. Je fais mon calcul avec mes tranches, ça je ne vous explique plus. J'arrive à 3 480 €. Et puis je passe à la dernière masse, entre guillemets, c'est-à-dire la masse du patrimoine mobilier. Et donc, je fais rentrer là-dedans tout le patrimoine mobilier avec son actif et son passif. Alors, il y avait les 12 000, il y avait 17 200, donc attention, ici j'ai dû prendre la cotation qui était la plus favorable. Ici c'était 80. Donc j'ai fait 215 fois 80, ça fait bien 17 200. J'ai donc ajouté après le reste de l'actif, 155 000, 2500. Et alors, il y a deux moyens de le faire. Soit vous rajoutez quand même les 20 000. Les 20 000 en fait qui sont les 20 000 qui reviendraient normalement au filleul. Et si vous ajoutez ces 20 000, vous allez devoir les retirer. Soit, et je pense que c'est le plus simple, vous mettez même carrément pas les 20 000, puisque de toute façon, ça ne va pas dans la part d'Yvonne. Donc c'est comme vous voulez, il y en a qui préfèrent le mettre et l'enlever, il y en a qui préfèrent ne pas en parler, vous faites comme vous voulez, de toute façon, les deux méthodes sont bonnes, donc ce qui compte c'est d'arriver au bon chiffre. Donc ici c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Donc soit on le met et puis on l'enlève, soit on l'ignore. Et puis j'enlève tout le passif. Alors dans le passif, il y avait 8 000 € liés à ce patrimoine immobilier. Et puis après, je prenais aussi les frais, le forfait pour les frais funéraires, qui était plus intéressant que ce qui a été donc réellement dépensé. Et donc je fais le forfait ici de 6 504,60. J'arrive donc à un montant de 192 195,40. Et donc ici, de nouveau, j'ai mis entre parenthèses, mais ça c'est seulement si j'avais repris ici, sinon vous l'ignorez. Alors, ici, soit vous avez pris et alors vous arrivez à 192 195, et si j'enlève les 20, pardon, j'arrive à 172 195,40. Soit vous avez ignoré ça, et donc évidemment le résultat que vous allez avoir ici, c'est directement les 172 195,40. Alors, il faut évidemment transformer ces 172 195,40 en usufruit. Et donc, vous refaites bien sûr le même calcul. Vous arrivez à un montant de 41 326,89 €. Ça, c'est la part qu'Yvonne recueille, donc, c'est la valeur de sa part qu'elle recueille dans la succession de son défunt mari. Vous calculez les droits, pareil, vous prenez votre tableau 1, et quand vous calculez les droits, c'est très simple, puisqu'on est dans la première tranche, vous arrivez à 1239,80. Je vous rappelle, comme je l'ai toujours dit, qu'on n'arrondit rien du tout et qu'on reste à 2 chiffres après la virgule. On ignore tous les autres chiffres qui sont après. Alors je fais le total. Et si je fais le total, eh bien 0 plus 3480 plus 1239,80, ça fait bien 4719,80.
c'est ce qu'Yvonne va devoir payer pour recueillir sa part dans la succession de son mari. Vous voyez que c'est pas grand-chose, hein, en fait. Et donc c'est là qu'on voit vraiment, vraiment que c'est hyper avantageux de voir la législation flamande s'appliquer. Alors oui, j'ai mis moins réduction ou exonération éventuelle, puisque je vous rappelle que il existe des réductions et des exonérations, comme je vous avais expliqué dans le dernier cours. Alors je termine par les droits qui sont dus par chacun des enfants. On fait bien chacun, comme je vous ai appris. Alors, chacun des enfants. Eux, quelles sont les méthodes de calcul qui s'appliquent? Est-ce qu'il est question d'un immeuble familial? La réponse est non, puisque vous savez qu'en région flamande, il n'y a pas d'IF pour les enfants. Méthode de calcul, est-ce qu'ils ont droit à cette scission meuble et immeuble? La réponse est oui. Donc, vous allez faire 2 paquets, et c'est ce qui est avantageux pour eux. Alors, c'est parti. On va déterminer la part qu'ils ont chacun dans le patrimoine immobilier. Ben, pour ça, je mets tout l'actif immobilier et je mets le passif. Alors ici, je l'ai mis puisqu'il était relié directement à cet immeuble-là, mais vous pourriez mettre tout et puis après mettre moins 100 000 ici. Hein. Ça revient au même. Alors, actif moins passif, ça donne quel montant? Ça donne 800 000 euros. Oui, mais 800 000 euros, c'est de la pleine propriété. Or, ces enfants recueillent, je vous rappelle, de la nue propriété. Donc, pour avoir la nue propriété, je sais que je dois enlever l'usufruit. Or, ici, l'usufruit s'élève à 192 000 euros. Oui, hein, vous l'avez calculé ici, hein, l'usufruit. Donc, il y avait ça et il y avait ça. Donc, 192 000 euros. Donc, si j'enlève ça des 800 000, ça me donne 608 000. 608 000, c'est pour la totalité. Or, ils n'ont pas la totalité. Ils ont chacun un tiers. C'est ce que vous avez répondu à la question 3. Donc, je divise bien par 3 et j'arrive à 202 666,66 puisqu'on s'arrête à 2 chiffres après la virgule. Alors, je calcule mes droits dessus. Donc, je prends mon tableau adéquat et j'arrive à 15 239,99 euros. Alors, je poursuis en faisant la même méthode, enfin, le même raisonnement pour le patrimoine mobilier. Et donc, pour le patrimoine mobilier, donc, je mets tout ce qui reste, tout l'actif, tout le passif. Donc, ça, je l'ai décrit au-dessus. J'ai mis tout l'actif. J'enlève le passif avec le forfait. Soit j'ai pris le pli, même si je ne l'ai pas mis entre parenthèses, mais je pourrais, voilà. Soit j'ai pris le pli de mettre le leg et j'enlève le leg, soit je ne le mets pas du tout. Et donc, vous arrivez à 172 195,40. Ça, c'est la pleine propriété. Donc, vous devez évidemment enlever l'usufruit du conjoint. Donc, vous enlevez les 41 326,89, ce qui me donne en nue propriété 130 868,51. Attention, ça c'est la nue propriété pour tout. Ils sont 3, donc je divise par 3 et j'arrive à 43 622,83. Je calcule mes droits là-dessus. Je prends mon tableau 1 et j'arrive à 1308,68. Alors je fais le total. Et donc le total, si je fais 15 239,99 plus 1309,38, j'arrive à 16 548,67 euros. Entre parenthèses, moins réduction, exonération éventuelle. Ça, comme je vous l'ai expliqué. Et donc, chacun, donc Yves aura ça, Charlotte devra payer ça aussi, et Benoît devra aussi payer ça. Donc, chacun des héritiers va devoir payer ce montant. Alors, ça, c'était donc pour répondre à la question 4. Vous avez donc pu faire un exercice récapitulatif sur la région flamande. Maintenant, comme je vous l'avais dit déjà au cours dernier, j'ai mis comme exercice supplémentaire les 5 et 6. Il y en a certains qui l'ont fait.
ils sont pas tous justes, il y en a beaucoup qui sont faux. Donc voilà, revoyez peut-être, les choses. En fait, donc les exercices 5 et 6 vous permettent tout simplement de brasser les 2 autres régions, hein. Donc ça vous permettra de faire la même situation pour, hem, Bruxelles et la Wallonie. Alors, pour ces exercices, donc vous les faites. Je ne les corrige pas en détail puisque ce sont des exercices de révision que je vous propose, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais je vous conseille vraiment de les faire et de bien tout revoir. Je vous donne quand même les réponses par contre, comme ça vous pouvez savoir, si vous avez juste ou pas. Alors, les réponses pour l'exercice 5. Pierre et Jean devront payer chacun 4 000 euros. Yvonne devra payer 6 798,88 euros en tout pour recueillir sa part. Et chacun des enfants devra payer 25 292,08 chacun. Et alors pour l'exercice 6, là vous devez arriver à un montant à payer pour Pierre et Jean de 3 000 euros chacun. Pour Yvonne, le conjoint survivant, de 23 822,76. Vous voyez que c'est fort élevé par rapport aux autres. Et pour chaque enfant devra payer 26 167,08. Alors réfléchissez bien par rapport à toutes les règles que l'on a apprises sur les méthodes de calcul, sur les tableaux à appliquer, sur l'immeuble familial. Est-ce qu'il y a lieu de l'appliquer ou pas? Dans quelle région je suis? Donc quelle méthode je dois appliquer? Est-ce qu'il y a une exonération totale? Est-ce qu'il y a une diminution de droits par rapport à qui est l'héritier? Est-ce que les conditions sont remplies? Il y a parfois des conditions de temps. Donc il faut vérifier tout ça, évidemment, avant de se lancer dans les calculs. Parce que si vous ne vérifiez pas ça, vous ne pourrez pas, évidemment, faire les calculs de manière juste. Alors, pour vos calculs, il faut vraiment, vraiment faire attention à l'examen. Comme je le dirai encore, il faut impérativement mettre les détails de vos calculs. Donc je veux un développement de vos calculs, comme je l'ai fait ici. Je dirais que même ici, il faut un peu plus de développement pour savoir quel prix vous avez, pourquoi vous avez opté pour ce prix-là. S'il n'y a pas de détails, je ne corrige pas. Ne pas avoir de détails, cela équivaut à un soupçon de fraude. Donc vous devez impérativement me mettre tous les détails pour valider votre examen. Alors faites attention au temps qui vous est imparti, parce que voilà, je sais que c'est finalement l'ennemi numéro un des étudiants, et que ça soit en présentiel ou à distance, ça ne changera rien, puisque vous aurez exactement le même temps que si je l'avais fait en présentiel. Mais je sais qu'en présentiel, c'est déjà effectivement parfois un petit peu raide comme temps, donc faites attention. Je vous préviens, celui qui n'a pas étudié, il n'aura pas assez de temps. Voilà. En général, il y a un très bon taux de réussite, mais je constate que ceux qui ont raté, c'est ceux qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas compris. Parce que c'est pas au moment de l'examen qu'on commence à feuilleter évidemment ces slides, qu'on essaye de comprendre, etc. C'est pas le moment. L'examen, c'est le moment où j'évalue si vous avez justement compris et assimilé la matière. Donc, je vous préviens, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc investissez-vous dans cette étude, et si vous le faites, il n'y aura évidemment aucun problème. En général, il n'y a pas de problème majeur dans ce genre d'examen. Je vous dis, sauf pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, je vous laisse à votre étude. Je vous retrouve à l'examen à distance. Je vous souhaite évidemment bonne chance, même si je ne crois pas à la chance.
Je pense plutôt, enfin je crois surtout à l'investissement et à l'étude.